On est ici dans un endroit qui est très emblématique. Aujourd'hui, c'est un espace naturel sensible. Hier, il n'était que dans le site classé, dans le périmètre du site classé du Mont Blanc. Et il est aujourd'hui dans le site aussi qui est compris dans l'APHN, l'arrêté de protection des habitats naturels. Et vous remercier, Président, pour le travail que vous avez fait dans ce dossier-là, parce que c'est grâce au travail d'Aster que Monsieur le Préfet, à la demande du Président de la République et de Madame le Ministre à l'époque, a pu nous faire aboutir à cette protection du Mont Blanc. Donc c'est grâce à l'inventaire qui a été fait par Aster, par les équipes d'Aster, qu'on a pu asseoir cet arrêté, même si c'était de mémoire, Monsieur le Directeur, le premier arrêté de ce genre en France. Hein. On a inauguré avec le Mont Blanc. Donc c'est un site qui est très particulier. C'est un site qui est... on est sur un col, on a la vallée de Chamonix d'un côté, le Val Montjoie de l'autre côté. On est sur un endroit qui est aride, difficile. Et s'il est aride et difficile, c'est pour ça qu'il avait été choisi à l'époque pour y mettre une soufflerie pour tester on ne sait pas quoi. Parce qu'on est encore avec le secret défense et on ne sait pas réellement ce que le ministère de la Guerre de l'époque et puis l'entreprise qui était la SNECMA, non? C'est ça, ouais. Testait. Certains disent que c'était des moteurs d'avion, d'autres disent que c'était des moteurs de missiles, d'autres disent que c'était des moteurs de je ne sais pas quoi. Donc voilà, avec tout ce que vous pouvez imaginer justement d'imaginaire et d'imagination, c'est est-ce qu'il y avait une partie atomique, pourquoi il y avait des frises de barbelés partout, etc. Les premiers travaux donc ont consisté ici à arracher les barbelés qui étaient enfouis dans la terre, et donc ça a été un travail que l'on a fait avec les équipes du conseil municipal quand on a fait des opérations de nettoyage, hein, la montagne à l'état pur, c'était depuis 2003, et on a commencé donc avec des bénévoles à nettoyer le site de ces barbelés, parce qu'il y avait des frises de barbelés qui étaient partiellement enfouies, etc. Et puis, avec le conseil municipal, on s'est dit que ce bâtiment qui avait une histoire, ou plutôt plusieurs histoires, c'est-à-dire ça a commencé donc par des bâtiments qui ont testé des moteurs. Ensuite, les bâtiments ont été vendus à la commune, qui n'en a rien fait. Et le bâtiment est tombé à l'abandon. Il a accueilli des colonies à une époque où il n'y avait pas de règles, Monsieur le Directeur, sur les ERP, les PMR, les machins, le sanitaire, le bidule, l'encadrement. Et donc il y a eu en fait des camps, ce qu'on faisait, je ne vais pas dire des camps scouts parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais en fait des camps de jeunes qui venaient l'été. Et le bâtiment s'est terminé avec l'occupation. Alors il y a eu aussi une chèvrerie. Il y a eu un peu les babacools de l'époque qui montaient avec les chèvres l'été pour revivre dans la nature. Et puis on a terminé avec une occupation avec une seule personne, un ermite, qui de mémoire était infirmier à Dijon et qui venait tous les étés pour occuper le bâtiment. Et c'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Alors le bâtiment, et lui aussi, puisqu'on l'a retrouvé mort sur les rails. Alors c'est triste et pas triste parce qu'en fait il est vraiment, il a terminé sa vie à l'endroit où il aimait être. Et puis ce qui a été le déclencheur dans ce dossier-là pour la commune, c'est, vous connaissez mon implication et celle des élus pour la problématique de la surfréquentation du Mont Blanc, de son respect, de l'environnement. Et en fait c'était un refuge non gardé pour tous les gens des pays de l'Est. Donc ce bâtiment était squatté avec des gens qui faisaient la cuisine, hein. C'était un squat presque officiel, c'est-à-dire sur les guides, il n'y avait pas tout à fait encore les réseaux sociaux à l'époque, mais sur tout ce qui se disait entre les alpinistes, eh bien
ce bâtiment était une halte et on a retrouvé dans ce bâtiment, on a fait une opération de nettoyage, on a retrouvé les revues, les packs de soupe en provenance de Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le partage Tchéquie et Slovaquie. Enfin, ça a eu vraiment différentes histoires qui ne sont pas forcément terribles, et on a commencé à fermer le bâtiment pour arrêter ces squats et ces problèmes de camping sauvage. Camping sauvage qu'on retrouve au Rogne, la cabane forestière des Rognes, qui est ouverte et cassée tous les ans parce que c'est aussi une halte pour des alpinistes. Donc moi j'avais demandé au ministère il y a une vingtaine d'années de pouvoir démolir ce bâtiment. Et ce que je racontais au président en montant, c'est qu'à l'époque, la direction du ministère qui s'occupe de ce type de dossier était partagée à 50-50 entre ceux qui voulaient conserver pour la mémoire et ceux qui voulaient démolir. Et vous savez qu'on est en France, et quand vous avez comme ça deux courants, le plus simple c'est de ne rien faire. Donc on a laissé ce bâtiment complètement se désagréger avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait dedans à l'époque, hein. Les peintures au plomb, l'amiante, enfin tout ce qu'on a pu avoir. Et puis un jour, j'ai fait un deal avec le préfet de l'époque qui était Georges-François Leclerc, et en lui disant vous voulez une contrepartie pour maintenir en vie l'ancien refuge du Goûter, qui est, il n'y en a que 2 exemplaires dans le monde, hein. Il y en a un à Chamonix et un à Saint-Gervais. Et il m'a dit, voilà, c'est une belle contrepartie, et c'est comme ça qu'on a pu commencer à imaginer de conserver l'ancien refuge du Goûter qui devait être démoli dans le cadre du permis de construire qui avait été accordé à l'époque à la FFCAM. Et là, on a fait un travail, et vous l'avez rappelé, Président, qui est un travail naturellement d'associés, et on a associé en fait tous les partenaires pour chacun dans son rôle faire en sorte qu'on puisse aboutir. Alors vous l'avez dit, c'est pas évident quand on est à 2100 mètres de se dire je vais démolir un bâtiment. C'est qu'est-ce que je fais des matériaux, comment je transporte, comment je fais vivre des équipes pour la démolition, comment j'imagine ensuite de reconstituer et de renaturer le site. Et donc ça a été vraiment, chacun a joué sa partition, et on a eu effectivement, alors ensuite la recherche des financements, et la taxe d'aménagement permet justement de financer ce type d'opération, et c'est là où c'est devenu un espace naturel sensible. C'est-à-dire ça a été, on s'est dit oui c'est bien de faire un espace naturel sensible, et en plus ça va nous permettre de le financer sans être obligé de trouver des subventions des uns et des autres. Alors on a eu du département 570 000 € pour la démolition. On a fait avant plusieurs opérations du pendathlon avec WWF qui ont été de vrais succès et qui ont rapporté de l'argent pour cette opération-là. On a eu la compagnie du Mont Blanc, puisque c'était son nom à l'époque de délégataire, qui a aussi financé les transports. Et on a eu le savoir-faire, alors c'est toute la problématique des marchés publics, on a eu la chance de tomber sur un groupement, il y en avait 2 qui ont candidaté parce que c'est marché public pour faire ça. Alors vous avez beau dire que vous êtes dans un site classé, que ceci, que cela, vous êtes quand même obligé de respecter le code des marchés publics. Et on a eu la chance d'avoir un groupement de locaux qui était Benedetti Guelpa et qui s'est associé avec un certain nombre de sachants en termes environnementaux, en termes de renaturation, etc. Et qui a fait que ce pool a complètement géré ce chantier-là, en sachant que l'idée était de ne pas créer d'autres pollutions. Donc comment fait-on pour démolir un bâtiment, pour être le plus minimaliste possible en matière d'environnement, enfin d'atteinte à l'environnement, et c'est comme ça qu'a été imaginé le grignotage du bâtiment. C'est-à-dire de se dire, au lieu de descendre tous les matériaux et puis de les restructurer, enfin de les traiter en bas, eh bien on va descendre ce qui n'est pas récupérable, c'est-à-dire la ferraille, le bois, bien sûr ça a été désamianté, déplombé, etc. Et
tout le reste a été grignoté en fonction d'une granulométrie, c'est ça, qui a été définie pour combler le trou. Pourquoi? Parce que quand ce bâtiment a été construit, les déblais, ils ont été bénés en bas, les déblais de terre. Et en démolissant le bâtiment, ben, on se retrouve avec, il faut imaginer un bâtiment, que je vais vous le montrer, mais il faut imaginer un bâtiment qui avait plus d'un étage ici et plus de 2 étages en dessous. Donc l'imagination, ça a été, ben, on va reconstituer, et là c'est de l'imaginaire, on va essayer de trouver des photos qui nous disent comment c'était un peu avant, parce qu'il a fallu imaginer la remodélisation de tout ce site-là, qui aujourd'hui vous paraît plus que naturel. Donc avant, on avait un bâtiment qui était comme ça, et qui était complété par un deuxième bâtiment qui était derrière vous, qui était le monte-charge qui venait des Ouches, puisque pour alimenter, pour faire vivre les gens ici, eh bien on avait un monte-charge qui arrivait ici. Donc les Ouches ont pris aussi leur part de travail en démontant câbles et pylônes sur les Ouches. Donc on a complètement nettoyé cette partie-là. Et donc tout ce bâtiment-là a été grignoté complètement et est aujourd'hui ici la partie qui est drainante du terrain. Et puis on s'est appuyé aussi sur, je dis ça de mémoire, mais sur un programme européen de semences, oui, c'est ça, hein, et on a ici les semences qui ont été, vous me dites si je dis des bêtises, monsieur le directeur, on a ici récolté, il y a eu une récolte de semences, et on a réimplanté les espèces qui étaient sur le site. Alors on a eu très peur au début, parce qu'effectivement la première année, on avait que, je ne veux pas dire du ballast, mais on avait un courrier. Hein. Voilà, oui, bon, on a fait quelques courriers. Et on se rend compte aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans 5 ans. 5 ans, hein. On se rend compte aujourd'hui que, en ayant protégé aussi cette partie-là, eh bien, on a une vraie... la nature a vraiment repris ses droits. Et on a un rendu, je crois, qui est... plus que satisfaisant. On a encore quelques petites parties qui sont un peu pauvres sur le dessus, mais qui vont se reconquérir, je pense, assez rapidement dans les années qui viennent. En sachant qu'ici, on est sur un territoire qui est quand même très, très particulier. Tout ça, ce sont des zones d'avalanche. Hein. Ça, c'est un paravalanche. Ici, vous avez tous les éboulis avec les marmottes. On en verra peut-être tout à l'heure qui vont poindre leur nez avec le soleil. On est dans un endroit qui est quand même rude et où la nature est mise à dure épreuve quand même. Voilà. Donc on parlera peut-être des travaux qui restent à finir. On fera le col de Vose. Ouais. Ouais. Mais l'idée ici, c'est de le laisser. Alors, les directives de l'État et de l'Adréal en particulier sont de faire qu'ici on ait effectivement un endroit avec un endroit de mémoire, mais quelque chose qui soit très, très nature et très soft. Donc pour permettre que les gens descendent d'une façon un peu plus confortable, il y a la réalisation d'un quai. Et puis il y aura des panneaux qui seront démontables pour expliquer un peu l'histoire et qu'il y ait un peu une mémoire pour ce site-là. Donc voilà, moi c'est il y a eu un alignement de planètes qui a fait qu'on a pu aboutir, ça a été long, on a pu aboutir, c'était fait de façon intelligente. Je pense que c'est aujourd'hui un des projets dans le département de Haute-Savoie qui est quand même l'un des plus importants en la matière. Hein. Je pense qu'on est un peu précurseur sur ce qui s'est fait. L'espace naturel sensible, eh bien, c'est aussi ensuite une façon de pérenniser et puis de faire en sorte que le site puisse vivre. Mais attention, c'était ce qu'on disait dans le train tout à l'heure, il est nécessaire qu'on arrive à conserver l'équilibre entre l'attractivité d'un site
et sa surfréquentation. Et c'est pas quand les feux sont au rouge qu'il faut trouver les règles. Il faut trouver les règles au début, et je le dis, monsieur le directeur, aussi pour vous, on a sur ces sites-là, on va avoir un envahissement d'une catégorie de sportifs que sont les trailers. Et il est urgent, et moi je l'ai dit, on l'a dit à la communauté de communes et on l'a dit avec Éric Fournier à Chamonix, il est aussi urgent que l'on mette des cadres à ce type de manifestation ou ce type de sport pour justement ne pas transformer nos territoires en un simple territoire de trail qui est un peu destructif quand même, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être destructif quand il est fait à grande échelle. Voilà, donc merci à tous pour le travail qui a été fait. Je pense qu'on peut être très fiers de ce travail collectif. Monsieur le Président, on n'a pas à être d'accord tout le temps, parce qu'autrement vous n'existeriez pas ou je n'existerais pas, il n'y aurait plus qu'une personne. Donc c'est quand même... s'ennuyer, monsieur le maire. Exactement, c'est quand même normal qu'on ait des opinions différentes, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire progresser les dossiers. Là, simplement pour faire le focus département, le département a mis 70 millions dans la réfection du tramway du Mont-Blanc, hein, c'est énorme. C'est pour vous donner une échelle, mais l'échelle que je vais vous donner, elle est un peu fausse parce que je trouve que c'est pas cher. C'est 3 fois le pont de Saint-Gervais. Le pont de Saint-Gervais a coûté 25 millions. Là, c'est plus de 70 millions. Chaque motrice, c'est 10 millions. Et en plus, on a refait complètement donc, les 12 km de voies et tous les caténaires, pas cathéters, tous les caténaires. Voilà.